Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture et je vais vous présenter déjà pas mal de livres. Comme d'habitude, depuis quelques temps maintenant je ne vous fais plus qu'un point lecture par mois, mais il est généralement assez conséquent, donc on va y aller tout de suite. Dans ce point lecture, je vais vous parler du Chant des Géants de David Brie, paru chez L'Homme sans nom. On passera sur du jeunesse avec ce tome 3 de Aurora de Vashti Hardy, paru chez Ozu. On continuera dans les sagas avec Le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty, paru chez De Saxus. On quittera la fantasy pour un thriller avec La Chambre des Morts de Franck Tillier, que j'ai ici en audiobook chez Sixtreed. On fera encore un grand écart littéraire avec Comme des éclats de toit de Marie Joudinot, paru chez l'Archipoche. Je vous parlerai ensuite d'un autre présélectionné du Plib après Le Chant des Géants, Meute de Karine Renberg, paru chez ActuSF. Et on terminera avec une BD avec Big Under de Nieto Mascolo Iscan. C'est le tome 1 Catacombe et c'est paru chez 404 éditions. Et c'est dans leur collection 404 graphique. Je commence tout de suite avec un des présélectionnés du Plib à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Ça y est, mon vote a été fait. On attend maintenant les résultats pour les 5 finalistes. J'espère que celui-ci sera dans les 5 finalistes parce que j'ai passé un excellent moment, c'est de la bonne fantaisie. Nous sommes ici avec une histoire qui est narrée comme un conte. Nous avons un narrateur qui va nous narrer une histoire. Alors au début, comme d'habitude, on ne sait pas qui est ce narrateur, on ne comprend pas tout. On va développer au fur et à mesure l'histoire. Et donc on va suivre beaucoup de personnages. Je vous avoue, quand j'ai commencé cette histoire, je me suis retrouvée dans les 30 premières pages à être complètement perdue parce que je ne comprenais pas qui était qui était l'ennemi de qui faisait partie de quel royaume. J'étais paumée. On assiste à une scène d'ouverture où nous avons 2 princes qui arrivent dans un royaume ennemi et qui assistent à l'empoisonnement d'un des proches d'un des princes et donc la guerre ouverte est déclarée puisque ce royaume a essayé d'empoisonner un prince. En fait, comme tout le monde, vous ne comprenez pas les tenants, les aboutissants, vous n'avez pas l'historique qui relie ces 2 royaumes, donc vous ne comprenez pas. C'est simplement une grande fresque avec 2 royaumes, des enfants qui succèdent à leurs parents sur le trône et qui vont chercher à accroître leur puissance ou peut-être à déjouer la guerre ou peut-être à déjouer la paix. Bref, il y a pas mal de rapports de force dans cette lecture. C'est aussi l'histoire de guerre, beaucoup de guerre, de sang versé. Et tout ça repose sur une mythologie des géants. Ces 3 géants qui auraient fabriqué le monde, qui le créent à leur manière, qui influencent le monde à leur manière par leurs rêves. Chaque fois que le destin se joue, on dit que c'est parce que les géants l'ont rêvé. Bref, j'ai beaucoup aimé toute cette mythologie. Je me suis attachée aux personnages quand j'ai compris qui était qui, hein, quand j'ai réussi à les replacer. Je me suis attachée aux personnages. On est aussi dans un roman d'amour interdit, d'amant maudit, puisque le fils cadet va tomber amoureux de la princesse de l'autre royaume, sauf que cette princesse va être donnée en épouse à son frère aîné qui lui va devenir roi. Et voilà, il y a toute cette frustration, tout cet amour qui les réunit, qui ne peut pas être assouvi. Bref, voilà, il y a cette tension au sein de ce livre qui parle aussi de relations politiques, d'enjeux politiques entre les 2 royaumes. Et au-delà de ça, il y a cet amour et ça a fait un roman plutôt agréable à lire, très addictif et que j'ai beaucoup aimé. J'ai simplement trouvé que la fin était un petit chouïa rapide. Pour moi, c'était trop rapide cette résolution et on découvre à la fin qui est le narrateur et ça prend tout son sens et j'aime bien ce genre de choses où finalement tout s'éclaircit, tout
est limpide en fin de roman, mais justement il m'a manqué quelque chose pour rendre ce roman plus puissant. Cette fin était un petit peu rapide à mon goût, vous l'avez compris. Mais bon, ça n'empêche que j'ai quand même beaucoup aimé ce roman qui est magnifique. Alors je vous montre juste l'objet qui est très beau, hein, un relié. Mais le travail à l'intérieur aussi est magnifique. Voilà les entêtes de chapitre. Et tout le tour, vous avez cette frise que l'on retrouve à chaque page. En plus, il est hyper agréable à lire parce qu'il est très aéré. Vous voyez, il y a quand même pas mal de belles bordures. Il y a des sauts de ligne. En fait, c'est un bonbon à lire ce roman parce qu'il est très agréable. On passe sur quelque chose de plus léger, on laisse l'adulte de côté pour se tourner vers un roman jeunesse. C'est le 3e tome, le dernier tome d'une trilogie, pas le dernier tome d'une saga, puisque il y a encore beaucoup d'autres choses à explorer, mais dans cette saga nous suivons Arthur et Maudie, 2 enfants, 2 jumeaux qui sont orphelins. Ils ont perdu leur père, il a disparu. Dans le 1er tome, ils partent à sa recherche, ils retracent le dernier voyage de leur père pour savoir ce qui lui est arrivé. Ils sont recueillis par Harriet, qui est une exploratrice, qui a même sa maison qui se transforme en vaisseau volant pour partir en exploration. Donc vous imaginez le truc, vous êtes à l'angle d'une rue, et vous avez en face de vous une maison, et d'un seul coup cette maison se replie sur elle-même, des grandes voiles sortent, voilà, un grand ballon sort et la maison s'envole. Ça vous donne un petit peu le ton. Et donc dans la première aventure, je vous l'ai dit, on partait à Polaris Sud pour comprendre ce qui était arrivé au papa des jumeaux. Dans le 2e tome, on partait pour un continent inconnu, et donc ce 3e tome, nous partons vers le nord à la recherche de l'ours monde. Et voilà, on suit les aventures d'Arthur et Maudie, et j'adore cette saga. Vraiment, c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement. Je la suis depuis 2019, date à laquelle le 1er tome est sorti. Et j'ai une affection toute particulière parce que déjà les couvertures sont magnifiques. Hein, voilà, sur les tons rouges pour ce 3e tome. Le 2e tome était plutôt dans les couleurs vert. Je regarde de ce côté-là parce que normalement j'ai les tomes par là. Bref, croyez-moi sur parole, les couvertures sont magnifiques et l'histoire à l'intérieur est vraiment pleine d'aventures. Si vous cherchez quelque chose qui se lit vite, quelque chose d'addictif, quelque chose qui vous emmène dans des contrées sauvages, avec en plus un équipage hyper attachant, parce que finalement Maudie et Arthur, ils se sont fait une famille sur ce vaisseau, et moi je les adore, j'adore retrouver. Et puis là, j'aime beaucoup parce que on va retrouver le côté exploration, et d'un autre côté aussi le retour à la réalité, puisque il va y avoir un élément qu'ils vont ramener dans leur réalité, dans la grande ville, là où tout n'est que bitume et où on est loin des grands espaces verts, etc. Et on va se confronter à la réalité, et j'ai adoré. Et encore une fois, voilà, j'ai un coup de cœur pour cette saga que j'aime tout particulièrement, et ce 3e tome ne déroge pas à la règle, donc moi il n'y a pas de souci, hein. L'autrice peut continuer dans cet univers, je la suivrai jusqu'au bout du monde. On continue avec cette grosse brique qui m'aura tenu pas mal de temps. D'ailleurs j'ai toujours le marque-page dedans. Pourquoi? Je l'ai lu en lecture commune avec Tess, Desert the Reef, qui avait lancé une lecture commune, donc il y avait Tess plus d'autres personnes. Et il fallait bien ça pour que je sorte cette brique, parce qu'elle attend depuis très longtemps dans ma palle. J'ai le 3e tome, et il faudrait qu'on se lise aussi ce 3e tome en lecture commune, parce que ça nous oblige à lire. J'avais très peur parce que le 1er tome, je me souvenais qu'il était très dense, qu'il était très compliqué. On est dans une histoire avec des djinns, avec une guerre en fait dans la cité de Letton, des envahisseurs qui ont pris possession de la cité et qui la gouvernent au détriment de tous les peuples djinns. Et il y a pas mal de peuples, et pour chaque peuple ils sont opprimés d'une telle manière. Bref, voilà, c'est une mythologie très complexe,
et je me suis dit, oulala, est-ce que je vais réussir à reprendre ce second tome, parce que ça m'a l'air compliqué. Et en fait, nous avons le prologue qui est quand même assez long, qui fait une 40aine de pages, qui nous resitue un petit peu ce qui s'est passé dans le tome 1. On a aussi quelque chose de très bien fait, c'est-à-dire que nous avons la liste des personnages, la famille royale, les Éphrites, les Nahides, voilà, on nous resitue tout ça. Le prologue le fait également, et pour le premier chapitre, nous faisons un son de 5 ans en avant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, c'est bon. 5 ans se sont passés, si j'ai oublié quelques détails du tome 1, c'est pas grave. Il y a quand même 5 ans dont j'ignore l'existence, dont je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, donc... Et en fait, c'est passé crème, et j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans le tome 1, c'est-à-dire une mythologie très complexe, avec des personnages, il y a pas mal de personnages, mais j'ai réussi à les situer, et j'ai pris plaisir à cette lecture, donc je suis très contente, parce que c'est vraiment de la fantaisie comme j'aime, c'est de la fantaisie complexe, et intéressante. Parce que vraiment, comme je vous disais, il y a plusieurs peuples, les Nahides, il y a toute une mythologie sur ce qui s'est passé entre les Nahides et la famille régnante. On a la dernière Nahide, donc Nari, qui arrive à Davabad et qui se fait sa petite place. Si vous voulez, moi dans le premier tome, j'aime beaucoup Nari et sa relation avec Dara, un djinn. Et là, ils se retrouvent séparés et je n'aime pas du tout comment évolue Dara. Tous les passages sur Dara, je trouve que le pauvre n'a pas une très belle évolution. Au contraire de Ali, que je n'aimais pas forcément dans le tome 1, qui est un des fils du roi de Davabad, qui me paraissait un peu insignifiant et qui prend toute son ampleur dans ce tome 2. Bref, voilà. On a des personnages qui grandissent, qui évoluent. Et on a des sacrés retournements de situation, encore une fois, comme dans le premier tome, les dernières pages, allez, les 100 dernières pages sont explosives. Et donc il faudrait que je lise le tome 3 avant de tout oublier. Allez, je vous parle d'un audiobook. Oui, je persiste, même si à chaque fois que je vous dis oh, l'audiobook c'est pas pour moi parce que je galère. Celui-ci est plutôt bien passé, donc c'est La Chambre des Morts, c'est le premier tome de la saga avec Eunebel. Je n'ai pas encore lu cette saga de Franck Tillier, j'ai toujours évité parce que je savais que ça faisait partie d'une saga et que bah c'est pas trop dans mon intérêt de prendre un tome en plein milieu de la saga, ce que j'ai déjà fait puisque j'avais acheté Syndrome E avant de savoir que c'était une saga, je l'avais lu, j'avais rien capté. Donc je me suis dit allez, il est là, c'est le premier tome, on se lance, on y va. Et j'ai passé un plutôt bon moment, c'est quand même un thriller assez classique parce que à force de lire des thrillers, on retrouve un peu toujours les mêmes mécanismes, et là ça ne déroge pas à la règle. On est dans une histoire où un kidnapping avec une demande de rançon va mal tourner puisque lors de la remise des rançons, le père, parce que sa fille a été kidnappée, le père arrive sur les lieux avec son sac plein d'argent et se fait renverser par une voiture. Ceux qui le renversent voient le pognon et se disent ouh, on va garder le pognon, et puis bah, le gars on va faire disparaître. Et tout ça sous les yeux du kidnappeur. Voyant qu'il n'aurait pas sa rançon, il décide de tuer la gamine. Il y a 2 enquêtes en parallèle, hein, forcément. Donc Eunebel est inspectrice, je ne sais plus exactement, inspectrice. Elle va enquêter sur le meurtre de cette gamine, et le fameux tueur de la gamine va se découvrir une passion pour la mort et va continuer à kidnapper des gamins mais sans demander des rançons, juste pour le plaisir de tuer. Donc c'est assez classique dans le sens où on va suivre à 3 moments différents, donc on va alterner les chapitres entre Eunebel, voilà, qui découvre son job et puis qui va essayer de trouver sa place là où elle est à présent. Le tueur qui a kidnappé ses gamines et qui voilà fait sa vie, on voit un petit peu les victimes, dans quel état d'esprit ils sont, et puis il y a une sorte de compte à rebours pour retrouver la victime avant qu'elle soit tuée. Et on a les
les pauvres gars qui ont eu l'accident et qui essayent de se dépatouiller avec ces sommes d'argent. Je vous dis c'est classique parce que finalement ce décompte c'est habituel, quand il y a une victime on est à la recherche de la victime, donc la victime est enfermée, on a plusieurs pistes pour essayer de la retrouver, bon bref. Mais franchement j'ai passé un très bon moment parce que finalement il n'y a pas tant de personnages que ça, l'histoire va vite, ça se développe plutôt pas mal, donc j'ai passé un bon moment et j'ai réussi à suivre un livre audio, enfin. Je vais vous parler à présent d'un contemporain avec Comme des éclats de toit. C'est un roman dont je n'ai pas l'habitude de lire, hein, vous le savez, les contemporains j'en lis très peu, mais c'est vrai que j'ai tenté déjà une fois un livre de cette collection-là, Les Instants Suspendus de l'Archipel, et que j'avais beaucoup aimé, c'était Sur mes épaules tu bâtiras ton monde. C'était très poignant, très émouvant, et je me suis dit, allez, on va essayer celui-ci. Ici, on est avec un accident de voiture qui va impliquer 3 personnes, l'une d'elles va décéder. L'autre qui était avec elle dans la voiture, donc le conducteur, va survivre mais va avoir de graves séquelles. Et la personne qui était en face, l'autre conductrice, va s'en sortir indemne. Et on va suivre les destins bouleversés de ces 3 personnes. Alors, je vous dis 3 personnes parce que, oui, la personne décédée, ça va être compliqué de suivre son destin. Mais on va suivre ses proches. Et ce livre est très beau. Il est émouvant, il est poignant et finalement il n'est pas si triste que ça parce que oui c'est vrai qu'on part sur une tragédie mais on va aller sur quelque chose de plus doux, sur une reconstruction, sur la résilience, sur tous ces thèmes là qui finalement font que ce roman finalement est un petit bonbon sucré. Alors oui, au début ça traite de sujets assez délicats comme le deuil, sur la reconstruction, oui, se reconstruire avec cette culpabilité du survivant, savoir que nous on survit tandis que l'autre personne est morte et est-ce que c'est ma faute, d'avoir cette honte au plus profond de soi, d'avoir été de telle manière que cet accident se soit produit, de ne pas avoir été exemplaire toujours, voilà, il y a beaucoup de sujets traités, mais au final c'était un beau roman. Parce qu'on va suivre ces personnes qui décident d'aller de l'avant, décident de continuer à vivre malgré cette tragédie et justement décident de changer les choses et d'évoluer dans leur vie, de devenir des meilleures personnes, de changer la vie des autres. Bref, un très beau roman que je vous conseille parce que sous couvert de thèmes assez durs et plutôt déprimants, hein, on ressort avec quelque chose de lumineux et plein d'espoir. Allez, on termine au niveau des romans avec Meute, que j'ai fini ce matin. C'est tout frais, c'est tout nouveau dans ma mémoire, donc je peux vous en parler parfaitement. Ce roman fait partie des 25 présélectionnés du Plib, au même titre que Le Chant des Géants. Le Chant des Géants, je l'ai mis dans mes 5 finalistes. Celui-ci, je ne l'ai pas mis, parce que quand il a fallu voter, je n'avais pas fini ce roman. Et je dois bien avouer que je le trouve assez lent. Alors c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Personnellement j'ai beaucoup aimé, mais il est très lent et il est basé sur les sentiments. Clairement, il va se développer quelque chose avec les personnages et c'est pas forcément l'histoire qui va faire que c'est quelque chose d'addictif, quelque chose qui explose dans tous les sens. Non, pas du tout. C'est simplement un roman où 2 personnes vont se trouver, 2 personnes vont s'apprivoiser, alors je vous dis 2 mais il y en a beaucoup plus dans le lot, et vont constituer une meute, et c'est beau, et c'est de l'amour, et c'est touchant, c'est plein de beauté, alors que le monde dans ce livre est noir, plein de noirceur, et c'est difficile de survivre, mais on est surtout sur quelque chose de beau, dans le sens où ce qui prime en premier, c'est les relations entre les personnages. Donc, de quoi ça parle quand même? On va suivre Nathanaël, qui est un loup-garou. Alors c'est un peu un solitaire, hein. Il fait partie d'une meute mais sans vraiment en faire partie, voilà, il est raccroché à une meute avec Marc en tant qu'alpha. Mais bon, il se sent pas à sa place, donc il vit en marge de cette meute. Il leur a laissé la maison de sa tante pour que voilà, la meute puisse continuer leur petit train-train. Mais lui, il habite sur les docks.
Il vit de combats dans les arènes, de petits trafics, de ce genre de choses, jusqu'au jour où la meute, donc sa meute, va recueillir un jeune adolescent, un gamin qui est complètement terrorisé, qui est perdu, qui, on se doute, a subi des sévices. On ne sait pas exactement quoi, on ne comprend pas trop pourquoi. Nathanaël, au début, on lui confie la tâche de garder ce gamin pendant que la meute va... je ne sais plus, je ne me rappelle plus pourquoi elle part de la maison, mais Nathanaël se retrouve seul avec ce gamin, avec ce loup-garou apeuré. Et c'est pas son truc de faire du babysitting, c'est pas son truc. Et finalement, petit à petit, va se nouer une relation entre les deux. Et va se passer ce qui va se passer, et ce que je vous disais, une relation très forte va se nouer entre eux, entre ce gamin qui est complètement détruit, qui ne va peut-être pas passer la pleine lune parce que c'est trop de changements dans son corps, c'est trop de changements dans ses sentiments. Et ce solitaire qui ne demande rien à la personne, qui n'a pas d'attache hormis son binôme, un humain, avec qui il a des liens très forts aussi, ils se sont sauvés la vie à plusieurs reprises. Et son amant, Enzo, qui, lui c'est pareil, c'est un humain qui va peut-être devenir le second d'un clan, bref. Nathanaël est un peu paumé là-dedans, et c'est vrai que son point d'ancrage, ça va être Callum, ça va être ce gamin perdu, et c'est très beau, c'est magnifique cette relation qui se noue entre eux, mais c'est très lent. C'est un roman très lent, qui se savoure, on voit au fur et à mesure se développer cette relation, mais il faut avoir de la patience, parce que clairement il y a des grands passages où ils font un peu toujours la même chose, ce sont toujours les mêmes rituels, c'est comme le petit prince qui veut apprivoiser le renard, on s'approche un petit peu, on recule de 2 pas, on s'approche d'un pas, on recule de 2, c'est très long à se mettre en place. Mais bon, après, moi j'ai beaucoup apprécié cette relation, c'est vraiment le point fort de ce roman. Après, je suis pas extrêmement fan de l'environnement, on comprend qu'on est dans un monde qui a changé, qu'il n'y a pas forcément d'électricité, il faut utiliser des panneaux solaires, c'est compliqué, la survie est compliquée, donc on se doute qu'on est un petit peu dans un roman post-apo, sans que ce soit trop évoqué. Mais en fait, ce que j'aime pas vraiment, c'est cette notion de clan. Il y a pas mal de clans, il y a pas mal de magouilles, c'est un petit peu cette ambiance mafieuse que j'aime pas. J'aime pas dans les romans, c'est pas nouveau, dès qu'on a cette ambiance mafieuse, j'aime pas. Mais bon, c'est sous-jacent. Comme Callum et Nathanaël sont en marge de la société, ça m'a pas trop gênée. Mais c'est vrai que j'aime pas. C'est dommage, ça n'a rien d'une critique constructive, parce que c'est vraiment, de mon point de vue, c'est quelque chose que je n'apprécie pas dans les romans. Là j'ai retrouvé des petites touches. Je peux pas dire que ça m'a gênée, parce que comme je vous ai dit, on est quand même en marge de la société, on est avec des solitaires qui ne sont pas forcément intégrés à la société, bon bref. Toute cette violence, généralement, me gêne. Là, ça fait partie intégrante du roman, parce que on a cette violence, mais en même temps, on a Callum qui n'est que douceur, que peur, donc voilà, il y a une dichotomie entre le monde hyper violent et puis ce cocon que se sont fabriqués Nathanaël et Callum dans cette maison, à l'abri de tous les dangers. Bref, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à vous vendre ce roman, mais sachez que oui, c'est quelque chose de lent, oui, c'est une histoire qui prend son temps, et c'est essentiellement basé sur la relation de 2 personnages. Mais moi j'ai bien aimé, et franchement les 550 pages passent très bien, si vous n'avez pas peur, voilà, d'une certaine redondance, et finalement peu d'action. Il y a quelques actions, mais pas tant que ça. Et je termine sur quelque chose de plus léger, on va dire, avec une BD que j'ai reçue de la part de 404 éditions. L'histoire me bottait terriblement, puisque on va découvrir les catacombes de Paris et on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la grande ville, des éboulements se produisent, et on est en train de se demander si Paris ne va pas intégralement s'effondrer,
puisque des éboulements se produisent à des endroits bien particuliers, sur des piliers qui ont été créés il y a de cela des centaines d'années pour la création de la ville de Paris. Et en fait, on va se retrouver avec ce groupe d'ados. Alors, ce sont des filles. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'y a que des filles. Voilà. Il n'y a que des filles dans ce groupe. Et voilà, on va suivre ce groupe d'ados avec leurs problèmes d'ados, leurs petits larcins d'ados, leurs problèmes avec leurs parents, et qui vont se retrouver embarqués dans une aventure où ils vont découvrir que sous Paris, dans les catacombes, il y a d'étranges créatures qui vivent. Alors en soi, l'histoire me botte énormément. Je suis beaucoup moins fan des dessins. Parce que comme je vous ai dit, ce sont des filles. Et moi, à chaque fois que je vois les planches, que je lis le texte, à chaque fois qu'on dit « elle », je me dis « ah oui, c'est vrai que c'était une fille ». Et j'arrive pas à me mettre dans la tête que c'est une fille. Je n'y arrive pas. Et ça m'a gênée. Alors c'est bête, hein, mais c'est franchement bête. Mais j'y arrivais pas. Je devais me remémorer que en fait c'était un groupe de filles. Parce que autant dans l'allure, ok, on voit pas que c'est des filles, mais autant dans les paroles, le langage des ados. Alors je suis peut-être pas à la page, mais ces ados, j'ai l'impression que je ne les comprends pas, hein. Du genre, on s'emballait plus de cette meuf. Oh, ta gueule. C'est quand même assez grossier, hein. C'est quand même assez grossier, c'est... Je sais pas. Je suis plus... Je crois que je suis trop vieille maintenant. Parce que là, il s'est passé un truc de ouf hier, de ouf. J'arrive pas. J'ai du mal. Et puis je vous dis, hein, moi je vois les dessins, pour moi c'est pas une fille quoi, c'est pas des filles. Dans leur attitude, dans tout. Alors c'est peut-être très sexiste hein, ce que je dis, je ne sais pas. Peut-être que le dessinateur voulait faire en sorte qu'on voit, mais moi j'ai pas du tout accroché avec les planches. Beaucoup plus avec l'histoire, donc on verra si je continue cette saga quand le tome 2 sortira. Mais oui, l'histoire en soi est très intéressante. Mais je suis moins fan des dessins. Bon bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, quel livre vous tente parmi cette sélection, parmi ceux dont je vous ai parlé. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.